Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, pour cette 337e rencontre Vlil, Yves Arté, pour son roman Parmi d'autres solitudes, aux éditions du Cherche Midi, dans la collection Les Passe-Murailles, dirigée par Emmanuel Duguin de la Comté, qu'on avait déjà reçu. Yves, on vous avait déjà reçu aussi une première fois avec Gwenaël Robert. Vous étiez en binôme pour La main sur le cœur, qui était aussi dirigé dans la collection Les Passe-Murailles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette fois-ci un roman. Alors, roman, on en parlera aussi de manière peut-être plus précise sur la question du genre, sur la question du côté hybride de ce livre-là. D'ailleurs, Le cœur sur la main avait reçu le Grand Prix de l'Académie française, où il était question du Gréco. Et le Gréco a aussi une petite importance dans celui-ci. On en reparlera également ce soir. J'aimerais que vous nous racontiez déjà la genèse de ce projet. Est-ce que finalement, ce projet-là, puisque le père du narrateur est mort en 2004, est-ce que ce projet-là germait depuis longtemps en vous, ou au contraire, c'est un texte qui sort finalement d'assez récemment? Non, bonsoir à toutes et à tous. Enfin, je ne le vois pas, mais j'imagine que vous êtes là. Non, pour répondre à votre question, c'est certainement quelque chose, c'est un thème qui me taraudait, mais auquel je n'avais pas pensé avant d'écrire, parce que je ne suis pas parti sur je ne suis pas parti sur l'histoire qui sert de trame au livre. J'ai inversé le processus d'une manière totalement accidentelle d'ailleurs, et un peu par hasard. J'ai retrouvé, je suis pas, j'ai quitté j'ai été très longtemps journaliste. J'ai été journaliste. Je travaillais dans un journal qui s'appelle Sud-Ouest à Bordeaux. Je suis parti à la retraite il y a 5 ans maintenant, déjà. Ouais, non, 4 ans. Bon, voilà, 4 ans. Et j'avais laissé des papiers traîner vous savez, dans des bacs comme on fait chaque fois, etc., etc. Et j'ai commencé à les ranger. Je les ai rangés dans une grange que je n'avais pas encore aménagée. Et en rangeant les papiers, j'ai retrouvé euh, mes notes, toutes mes notes, j'ai gardé toutes mes notes de reportage. Avant d'être rédacteur en chef, j'ai été très longtemps reporter et j'ai gardé toutes mes notes de reportage. Et je suis tombé sur non seulement mes notes de reportage, mais une série de papiers que j'avais conservés et qui étaient des papiers concernant la solitude. Et relisant ces papiers, je me suis dit, mais c'est incroyable comme finalement l'émergence de ce thème-là à 30 ans de distance, puisque je les avais écrits il y a 30 ans à peu près, demeure d'actualité. Alors certes, comment dire, tout ce qui entoure la solitude a changé, mais le phénomène en lui-même demeure. C'est-à-dire que il y a moins de solitude dans les bars parce qu'il y a moins de bars, tout simplement. Mais cette solitude-là s'est déplacée sur des réseaux sociaux. Et je me suis dit, ça serait intéressant de rassembler autour des notes que j'avais pu prendre des thèmes à travers des individus que je vais recomposer. Donc, je me suis amusé, enfin, amusé, c'est beaucoup dire, parce que j'ai pris du plaisir à écrire, ça c'est exact, mais en même temps, c'était un peu compliqué à faire. Et j'ai essayé de raconter 5 personnages différents de vie fracassée en proie à cette solitude-là. Et pour nouer ces 5 personnages, pour leur donner une existence réelle et donner une crédibilité à l'histoire, quelque chose est arrivé, je ne sais pas d'où, qui a été de raconter une histoire entre un père et un fils qui retrouve son père après la mort, parce qu'il retrouve ces textes-là agencés par le père, annotés par le père, relus par le père, et il s'aperçoit que son père l'a aimé alors qu'il pensait que son père le méprisait. Voilà. Alors, C'est le pitch. Voilà. c'est le pitch. Alors, pour être honnête, j'étais persuadé que c'était votre propre histoire, Yves, parce que vous nous aviez déjà habitué finalement à mettre cette hybridité dans vos textes. Et c'est peut-être pour ça aussi que pour cette fois-ci, il est inscrit roman sur la couverture. Et il me semble que sur La main sur le cœur, ça n'était pas précisé. Euh, et est-ce que c'est pour cette raison-là, en effet, que le côté romanesque est total dans celui-ci? Et votre relation au père n'a rien à voir avec votre propre vie. La relation au père n'a rien à voir avec ma vie parce que mon père est mort, j'étais très jeune, j'avais 22 ans. Donc, je n'ai pas pu avoir ces rapports de père dominant avec un adulte dominé, si vous voulez. Et mes rapports, de toute façon, alors que j'avais 22 ans, donc j'étais en fin d'adolescence, je devenais un jeune homme, je commençais à travailler, mes rapports n'étaient pas les mêmes. Mon père était assez
à la fois étonné et fier de ce que je réalisais, que je commençais à réaliser. Ça le faisait plutôt marrer d'ailleurs. Il regardait ça d'un œil un peu amusé. Il ne s'attendait pas à ce que je choisisse la voie que j'avais choisie, qui était déjà le journalisme, mais qui n'est pas non plus le journaliste que je raconte dans le texte. Puisque ma vie a été tout autre, quoi. Finalement, j'ai été grand reporter, j'ai eu le prix Albert Londres, j'ai pas eu à me plaindre d'un relatif anonymat. Si vous voulez, ça n'a pas été tout mon cas. Et mon père, il regardait ça d'un œil plutôt amusé, plutôt intéressé, plutôt fier d'ailleurs. Donc, c'est pas du tout le rapport que j'ai eu avec mon père, mais c'est tellement, comment vous dire, c'est tellement banal cette situation de père qui domine un fils sans même le vouloir, mais parce qu'il a une présence, un magnétisme, une aura hors du commun, et que les rapports entre les deux deviennent extrêmement difficiles. Et je l'ai observé dans mon entourage, j'ai observé chez plein d'amis de mon âge ou qui avaient des pères de ce type-là, avec une domination intrinsèque et involontaire incroyable. Donc, c'est comme ça que c'est né. Donc, ce n'est pas, pour répondre précisément à ta question, non, ça n'a rien à voir avec mon père, mais naturellement, l'ensemble de tous les textes, y compris des portraits que je compose, est nourri de personnages réels, de choses que j'ai connues, que j'ai observées, que j'ai ressenties. Si vous me donnez une minute pour continuer un peu, mon père, effectivement, était instituteur. Mon père, effectivement, joue au rugby. Mon père, effectivement, était un homme extrêmement physiquement beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus impressionnant que moi, que je ne le suis pas, si vous voulez. Donc, bien sûr, je me suis nourri de souvenirs, de réalités, etc., etc. Mais pour le reste, c'est effectivement, sinon une roman, je préfère dire une fiction. Très bien, parce que c'est vrai que je trouve que votre grand talent, c'est aussi ça, c'est de mêler finalement cette fiction et cette réalité, parce qu'évidemment, quand on vous lit et quand on a lu La main sur le cœur également, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous ressemblent en tant que narrateur. En effet, le rugby, bien entendu, la carrière de journaliste, l'éducation de votre père via son métier d'instituteur. Il y a quand même beaucoup de choses. Qui vous ressemble. Et c'est ça qui est frappant, c'est que vous arrivez quand même à nous mettre sur une piste qui est totalement autre. J'aimerais savoir justement, puisque vous dédiez ce roman à eux, dont les vies ne furent pas que des ombres, euh, très beau message d'amour sur les invisibles qui disparaissent souvent sans laisser de traces, dont certains portraits que vous faites. Comment finalement on traite cette matière solitaire qui est déjà visible quand on est écrivain? Quand on est écrivain, alors journaliste peut-être un peu moins, parce qu'on est entouré d'une rédaction, mais en tant qu'écrivain, on a ce côté solitaire, cette solitude euh, qu'on met finalement à bon escient ou à mauvais escient parfois. On peut se réfugier dans l'alcool. L'alcool a un rôle également important dans ce roman. Mais dans tous les cas, comment vous traitez cette matière solitaire? Est-ce que ça vous aide en tant qu'écrivain pour aussi avoir traité de ces étrangers, de ces inconnus? Écoutez, je vais vous décevoir, mais je suis pas du tout un être solitaire. Loin de là, d'ailleurs. Au contraire, j'ai une vie sociale très, très fournie. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que comment dire, comment dire en termes musicaux, si vous voulez, j'ai une basse profonde qui est mélancolique. Voilà. Quel que soit ensuite ce que je puisse en faire. Donc j'ai une vie tout à fait normale. Je suis pas reclus encore que là je vous parle. Je suis tout seul dans un aréal des Landes immense et il y a personne. Il y a trois maisons, plus personne n'est là. Donc effectivement là je suis effectivement très seul. Mais ce n'est pas ma nature. Si vous voulez, ma nature elle est plutôt d'aller vers les autres, etc., etc. En revanche, pour ce qui concerne ce que vous évoquez, c'est-à-dire la dédicace, euh, elle vient plutôt d'un hommage que je voulais leur rendre, que je n'ai pas pu leur rendre quand j'étais journaliste. Parce que quand j'avais écrit, non pas les portraits que vous avez pu lire dans le livre, qui sont des portraits recomposés, mais quand j'avais pu faire les enquêtes, j'avais rencontré beaucoup de personnes, femmes, hommes, avec qui j'avais parlé. Je me suis servi de chacune des matières pour en recomposer une autour d'un thème que je voulais très très précis. Mais si vous voulez,
C'est tous ces gens-là que j'ai rencontrés qui m'avaient laissé à l'époque, et je ne m'en souvenais pas d'ailleurs, quand j'ai retrouvé ces papiers, ça m'a ramené à une époque que j'avais totalement oubliée. Et ça a été l'un des reportages psychologiquement les plus prégnants, les plus émouvants pour moi. C'était pas facile de le faire. Et donc, voilà, c'est une façon de leur dire, écoutez, je ne sais pas où vous êtes, peut-être que vous êtes mort, peut-être que vous continuez à vivre, mais voilà, salut, quoi. Voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est, alors c'est ce qui m'a marqué aussi dans votre livre, c'est que, est-ce que finalement, ces portraits-là, quand vous les avez retrouvés ou quand vous les avez écrits il y a déjà quelques années, est-ce que ça a eu un impact finalement sur votre vie, sur des choix à faire, sur des émotions à avoir, sur des destins finalement qui peuvent basculer, on en parlera tout à l'heure, des destins qui peuvent basculer sur un simple accident. Finalement, est-ce que ça a eu un impact sur vous-même, en tant qu'homme ou en tant que journaliste ou écrivain? Euh, c'est- oui, bien sûr, oui, bien sûr. Notamment deux ou trois. Alors, bon, ce que j'écris, ce sont des portraits recomposés, hein, c'est-à-dire que chacun d'eux, chacun des personnages que je fais revivre dans ces portraits, que ce soit l'homme qui a eu un accident, que ce soit le jeune alcoolique, que ce soit la jeune femme qui consomme des hommes pour des raisons qu'on commence à comprendre à mesure que l'on lit son portrait, que ce soit le vieil homme, ils n'ont pas existé, mais ils sont composés de pattes humaines, si vous voulez. Disons que ce sont plusieurs pattes humaines qui arrivent à en donner une. Mais par ailleurs, quand je rencontrais plusieurs de ces témoins qui avaient accepté de se confier à moi, et notamment un que l'on retrouve pratiquement dans son intégralité dans ce que j'écris, qui était un homme extrêmement laid et qui me racontait comment les femmes ne pouvaient pas le regarder. Et ça avait été quelque chose de bouleversant pour moi, vraiment. Parce que là, j'avais ressenti ce qu'était quelqu'un qui était, pour des raisons qui ne lui appartenaient pas, rejeté vraiment par une société, et non pas par une société d'ailleurs, mais par les codes d'une société. Et ça, c'était bouleversant, ça. Et ça, j'en ai un vrai souvenir. Donc, il y a toute une partie là dans ce portrait de cet homme-là que j'appelle Dominique Lebon, qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, il ne s'appelait pas du tout Dominique Lebon, il s'appelait Bruno, je crois. Et c'était, ça avait été quelque chose de déchirant, ouais, effectivement. Est-ce que la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que l'un d'entre eux se reconnaisse dans ce livre-là? Parce qu'évidemment, les noms ont été changés, mais est-ce que ce serait une sorte d'apothéose À que mon avis, c'est impossible. c'est impossible? Ouais, c'est pas possible. Peut-être un aurait pu se reconnaître, mais je ne sais pas s'il est mort. Donc, voilà. Donc je ne le serai jamais. Ok, ok. Ça aurait pu être en effet quelque chose, une sorte de bouteille à la mer. Ça aurait pu être intéressant aussi de pouvoir rechercher ces personnes-là pour avoir un véritable aussi échange avec elles. Alors, Anne aurait pu se reconnaître, mais comme elle est composée également de plusieurs femmes, c'est pas, ça m'aurait amusé que quelqu'un me dise t'es gonflé quand même d'avoir fait mon portrait, mais c'est pas le cas. Très bien. Alors, j'avais une question aussi sur le fait que quand vous retrouvez ces travaux que vous aviez effectués, finalement, qu'est-ce que vous retrouvez? Est-ce que c'est une matière brute? Est-ce que le travail était quasiment accompli? Vous écrivez dans le livre que ils étaient pas finalement, en tout cas, vous n'êtes pas allé au bout du projet. Donc concrètement, qu'est-ce que vous retrouvez et comment vous arrivez à retravailler? Vous venez de dire que les portraits étaient recomposés. Dans quelle mesure? J'ai retrouvé les notes, j'ai retrouvé toutes mes notes, et retrouvant mes notes, j'ai retrouvé les personnes, je revivais les moments où j'interviewais les personnes. Donc j'ai retrouvé mes notes et j'ai retrouvé également les articles que j'avais faits. Mais les articles n'étaient pas composés comme les portraits qui sont insérés dans le livre. Euh, je l'avais fait par thématique. Donc, je rencontrais plusieurs vies. Et je prenais ces vies comme exemple, si vous voulez, de ce que j'allais aborder. Je parlais, par exemple, de la solitude en milieu rural. Mais il y avait plusieurs personnes en solitude en milieu rural. Je parlais de la solitude des femmes seules, qui sont obligées de faire face à une société de plus en plus violente pour elles. Mais il y avait plusieurs femmes. Et donc, j'ai repris toutes ces notes-là et de ces personnages épars, j'en ai construit comme on construit, si vous voulez,
une petite statue de glaise, vous voyez, avec plusieurs bouts qui arrivaient de ci, de là, et pour en faire quelque chose. Très bien, très bien. Alors, je recontextualise également dans le roman, le décès du père intervient en 2004, et le moment fatidique que chacun redoute en tant qu'enfant, c'est le moment de vider l'appartement. Vous avez des phrases extrêmement belles sur ce moment-là, sur le fait de vider les affaires du disparu, avec justesse, avec émotion. C'est assez impressionnant et c'est pour ça que ça m'a paru frappant. J'ai eu l'impression que c'était vous. J'ai eu l'impression que c'était votre vie et c'est là où je trouve que vraiment vous touchez juste à chaque fois. Euh, Votre œil se pose donc, alors l'œil du narrateur se pose sur ces articles de presse et il y a aussi une relation de père à fils qui est détériorée. Et c'est ça qui m'intéresse également, cette relation paternelle. Tout à l'heure, vous l'avez un petit peu évoqué, mais comment on raconte finalement la vie de ceux qu'on ne côtoie plus sans la trahir? Est-ce que vous avez cette notion de... En fait, ma question étant sur la fiction et la réalité, sur cette frontière entre les deux, comment vous faites pour ne pas trahir véritablement les vies qui sont passées? Ouais, ça, déjà, c'est peut-être ma pratique de journaliste. J'ai été journaliste très, très longtemps, donc je pense que ça m'a aidé pour arriver à être dans la frontière que vous définissez parfaitement. C'est-à-dire comment, grosso modo, la question que vous posez, c'est comment être fidèle sans trahir. Voilà, c'est ça. C'est comment être fidèle ou plutôt, comment être fidèle tout en travestissant légèrement les choses, plus exactement. Bien. Et donc, ça, parfois, on est obligé de le faire quand on fait ce métier de journaliste. Donc ça, je pense que ça m'a véritablement aidé. Le principal, c'est que la personne je parle de pratique journalistique, là. Le principal est que la personne s'y retrouve, même si ce n'est pas exactement ce qui a été dit ou ce qui a été vécu. Mais le principal, c'est qu'elle s'y retrouve. Et dans ces portraits, j'ai pas trop eu de mal à faire ça. Euh, Ce qui m'a en revanche passionné à écrire, et qui est étrange parce que je n'ai rien vécu de ce que je raconte, c'est le rapport père-fils. Ça m'a passionné. Autant les autres, c'était compliqué, c'était difficile, c'était délicat à écrire, c'était délicat à monter, c'était délicat à raconter et à leur donner chaque fois une intensité. J'essayais de donner chaque fois une intensité dramatique, chapitre par chapitre. Donc, c'était comme des petites nouvelles qu'il fallait que j'écrive. Autant le reste, c'était sur le plus long terme. C'est quel processus rapproche un fils du père. Vous voyez. Quel chemin doit faire le fils pour retrouver le père. Et les liens qu'il y a avec ce père, les liens se font également par la littérature. Et Oui. notamment, alors maintenant que je sais que ce n'est pas réel tout cela, mais vous faites un hommage au Gréco, notamment, où on retrouve beaucoup d'ouvrages dans la bibliothèque d'Henri Dupert au Gréco. Donc j'imagine que c'est évidemment une facétie pour parler de la main sur le cœur. Maintenant que je sais que j'avais trouvé ça génial parce que je me suis dit, quelle coïncidence incroyable, mais en effet, maintenant, je sais que ce n'est pas réel. Mais justement, j'ai l'impression que, est-ce que vous êtes en train de tisser une œuvre où les livres pourraient finalement se répondre? Mais je vais vous faire un compliment, vous êtes un très bon lecteur parce que personne ne l'a relevé, ça. Et en fait, non, je me suis amusé à faire ça, effectivement, oui. Je me suis amusé à mettre dans la bibliothèque fictive de mon père, euh, enfin, j'ai introduit dans la véritable bibliothèque qu'avait mon père des ouvrages qui n'existaient pas. Et dans les ouvrages que mon père n'a jamais possédés, il y en a plusieurs, dont celui-ci, qui était une biographie du Gréco époustouflante d'une femme totalement oubliée aujourd'hui, qui était d'origine polonaise et qui a écrit en français, après avoir été mariée avec un Italien, vous voyez, qui était d'ailleurs le très très grand biographe de Picasso, par ailleurs, Antonina Bellini. Et donc, elle a écrit un ouvrage sur le Gréco, dont je m'étais servi quand j'avais fait mon précédent livre. Et ça m'a amusé effectivement, de mettre ça comme un clin d'œil à mon précédent bouquin dans la bibliothèque fictive de mon père fictif. Le second bouquin qui n'existe pas et qui ne peut pas exister, bien sûr, c'est Michon, des vies minuscules. Mais là, c'était un hommage que je voulais rendre à Michon, qui est pour moi un écrivain majeur. Pour le reste, pratiquement tous les bouquins existent, sauf Rebatté. Ça, c'était dans la bibliothèque d'un grand-oncle que j'avais.
Alors justement, c'était en effet ma deuxième question sur cette Oui, bibliothèque-là, puisque en effet, vous citez Céline, Drieux, Brasillac, Rebatté, alors qu'il était socialiste affirmé. oui, Contradiction totale et en même temps, est-ce qu'un lecteur a le droit de détenir tous ces ouvrages comme une sorte de... En réalité, ma question étant, aujourd'hui, on a l'impression que posséder un ouvrage dans sa bibliothèque est un acte militant. oui. Alors qu'en réalité, si on a envie de s'intéresser à un domaine, il faut lire et combattre le mal pour pouvoir en expliquer et enfin, en tout cas, il faut lire le mal pour pouvoir le combattre, à mon sens. Absolument, Et c'est- absolument. C'est-à-dire que mais c'est exactement ça. J'ai fait exprès de mettre ça parce que je, on n'a pas le droit d'interdire la lecture. C'est un acte fondamental. On n'a pas le droit d'interdire la lecture. Il faut, il faut supposer et admettre que chaque lecteur est assez grand pour pouvoir lui-même avoir un avis sur ce qu'il lit et avoir un avis sur ce qu'il veut penser de le livre qu'il en donne. Mais interdire ne sert à rien. Interdire, ça démultiplie des forces obscures. Ça n'élimine jamais le problème. Jamais. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai fait exprès de placer dans une bibliothèque extrêmement éclectique des ouvrages qui commencent à être réprouvés ou mis à l'index. Mis à l'index, c'est quand même, c'est pas rien. Mis à l'index, ça a été inventé par le Vatican au pire moment de l'Inquisition. Donc, si jamais on doit revenir à ce temps-là, c'est effrayant. Donc, effectivement, j'ai fait exprès de mettre ça. Mon père, ayant quelques livres, mais ça venait de bibliothèques qu'il avait récupérées à droite et à gauche. Mais je vais vous raconter une anecdote qui m'a été livrée dans une rencontre avec des lecteurs très récente dans les Landes. Il se trouve que je suis donc allé dans les Landes, d'où je suis originaire, et il se trouve qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas l'âge qu'aurait mon père aujourd'hui, parce que mon père aurait 100 ans aujourd'hui, mais qui ont 80 ans, qui avaient un peu connu mon père et qui faisaient partie de cette génération des instituteurs issus d'une, comment dire, d'après-guerre, quoi, grosso modo, qui a duré jusqu'à 1960. Et parlant justement de cette bibliothèque, j'ai dit une chose que je n'ai jamais compris. Dans la bibliothèque de mon père, il y avait Mein Kampf. Eh bien, à ma grande surprise, tous m'ont dit, mais Mein Kampf, on nous demandait de le lire après la guerre. Ce qui fait que ce que je retrouvais dans la bibliothèque de mon père était quelque chose qui aujourd'hui paraîtrait absolument incroyable. On demandait à ces instituteurs laïcs socialistes de lire Mein Kampf pour combattre le mal. Ah oui, en même temps, ça pourrait être en effet une bonne solution. C'est incroyable. Et c'est ce qui m'a été. Je ne comprenais pas pourquoi. Après, il y avait d'autres ouvrages dont je n'ai jamais parlé. Il y avait également le Coran. Mon père était loin d'être musulman, il était athée, vraiment athée. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun mépris pour les religions, mais il ne croyait pas. Il n'était même pas agnostique, il était athée. Et il y avait le Coran. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as le Coran? Il me dit, parce qu'il faut s'intéresser à tout. Voilà, il était comme ça. Courant qui est aussi dans le livre, aussi, qui est inséré dans le Et livre. aujourd'hui, si vous trouvez le Coran dans une bibliothèque, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais enfin, bon, voilà. Il y a aussi tout un pan sur un moment aussi assez émouvant, assez difficile quand on est un fils, de voir son père, entre guillemets, dénigrer sa carrière de journaliste, son métier. Vous parlez de rugby notamment, évidemment, quand on connaît Yves Arté, forcément, il y a du rugby quelque part. Pour le coup, il y a quand même un sentiment aussi de cette relation père-fils, elle s'effectue aussi par le désespoir, par la solitude finalement, que le père n'existe plus, que le père est lointain. Vous avez travaillé cette matière-là sans l'avoir vécue, et c'est ça qui m'intéresse finalement. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire sur sur cette relation paternelle? Est-ce Peut-être que d'avoir c'est un perdu. manque? Est-ce que c'est un regret? Est-ce que c'est... on sent qu'il y a un manque peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de prégnant dans ce que vous écrivez. Non, mais c'est peut-être le fait d'avoir perdu mon père assez jeune, si vous voulez. L'un des regrets que j'ai eu tout au long de ma vie ensuite, c'est de ne. J'ai jamais pu échanger avec mon père sur ce que je faisais, si vous voulez. J'étais très jeune quand il est mort, j'avais 22 ans, et par le plus pur des hasards, il m'a donné une lettre que j'avais reçue, j'avais 22 ans et demi exactement, pas tout à fait 23 ans. Il m'a donné une lettre qui me faisait que j'étais accepté dans un stage dans un journal. Et il est mort 8 jours après.
Et je n'ai jamais pu ensuite échanger avec lui. C'était quelqu'un qui était pas mon vrai père, hein, là, je ne parle pas du père fictif. Il était passionné, il était non seulement passionné, mais vraiment, c'était un historien dans l'âme. C'est-à-dire qu'il avait une véritable connaissance de l'histoire dans sa profondeur, dans ses méandres, dans ses résurgences. Moi, comme c'était également quelque chose qui me passionnait très jeune, on en parlait enfin, on avait des conversations autour de ça très souvent. Je pense que ça l'aurait passionné de savoir ensuite, d'avoir des discussions avec moi quand j'ai été grand reporter et que je me suis retrouvé sur des terrains de guerre, des terrains de conflit, essentiellement au Moyen-Orient, dans les Balkans, au moment de la chute du mur de Berlin, etc. etc. Donc c'est très certainement un regret que j'ai de jamais avoir pu partager ça avec lui. Alors que bon, toute ma carrière de grand reporter s'est passée 10 ans après sa mort, oui, à peu près 10 ans après sa mort, 10-15 ans après sa mort. Et je dis ça notamment parce que dans le roman, le père classe les articles. On a l'impression qu'en effet, il veut que son fils poursuive le travail, finisse le travail Oui, sur ses intenses solitaires, non, mais ça oui, parce que comment vous dire, étant donné que le héros enfin, le héros, le personnage principal. le père fictionnel, est instituteur, un ancien instituteur, et connaissant les instituteurs, parce que je suis issu de mes lignes d'instituteurs, c'est pertinemment que quand il retrouve quelque chose qui n'est pas terminé, il le termine, il le termine et il le note en plus. Ils mettent une approbation, ils donnent leur avis, c'est plus fort que. Et donc, ça m'a amusé de raconter ça, oui. Mais vous voyez, d'une certaine façon, c'est peut-être un hommage induit que je rends au père que j'ai eu et que je n'ai pas finalement connu, quoi. Et ça fait plusieurs fois que vous dites, je me suis beaucoup amusé à le faire. Ça m'intéresse parce que il n'y a rien de drôle, excepté les scènes. En effet, avec l'alcool, il y a des scènes incroyables, des dialogues incroyables sur le vin et le pain, notamment. Je les dirai peut-être tout à l'heure ou si c'est un extrait que vous avez choisi, mais il n'y a rien de drôle finalement dans ce roman-là. Non, Euh, c'est pas. C'est la question, est-ce un roman comique? Non, c'est pas un roman comique. non, non. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous vous dites depuis le début que vous vous êtes amusé. Est-ce que vous êtes un petit Mais peu... c'est intéressant d'écrire. C'est passionnant. Euh, comment vous dire? C'est un jeu? C'est un jeu avec le lecteur. Et pas qu'avec le lecteur, c'est un jeu avec soi-même. C'est un retour vers une vie qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas eu. Non, non, c'est quelque chose quand je dis amuser, bon, bien sûr, c'est une certaine partie euphémique parce que le travail n'est pas en soi amusant. C'est un travail répétitif, pénible, qui vous oblige à vous asseoir le matin, vous avez envie de faire autre chose. Bon, bref. Mais en fait, oui, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a pire quand même. Il y a pire que de se mettre à aller creuser dans la matière humaine. Il y a déjà ces 5 destins qui sont pires. Voilà. Vous écrivez, page 30, à mesure que les années s'en vont, je n'arrive plus à distinguer ce qu'il aimait de ce que je me prends à aimer, comme si le jour de le dépasser ne pouvait advenir. C'est aussi un roman sur la notion de mémoire, sur la qualité finalement des souvenirs. Euh, et c'est ça qui m'intéresse notamment quand vous avez retrouvé ces articles de presse. Vous avez noté, je crois que c'était il y a 30 ans, vous avez noté des choses, des éléments, des souvenirs, des interviews, des témoignages. Et finalement, 30 ans plus tard, est-ce que vous les auriez écrits de la même manière? Est-ce que vos souvenirs ont été intacts? Vos souvenirs ne sont pas altérés finalement? Comment vous avez travaillé la mémoire, ces souvenirs-là qui sont il y a 30 ans? Je pense que personne ici ne se souvient de ce qu'il a fait il y a 30 ans, même s'il y a des choses marquantes. Mais pour le coup, c'est intéressant de voir à quel point la matière mémorielle se transmet ou pas. Non, mais c'est très juste ce que vous dites. Mais en revanche, je ne sais pas si parmi tous ceux qui nous écoutent, ou vous-même d'ailleurs, vous avez retrouvé quelque chose que vous avez écrit il y a 30 ans. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'est arrivé il y a quelques temps, et alors pas il y a 30 ans, mais une bonne quinzaine d'années, et j'ai blémi. Donc c'est pour ça que je vous demande ce que... C'est pour ça Non, que... non, c'est pas ce que j'ai écrit qui était passionnant. C'est la façon dont je revoyais très exactement le moment dans lequel j'étais il y a 30 ans. C'est-à-dire que des pans de ma vie qui m'avaient échappé, que j'avais oublié, qui étaient une autre vie,
une vie ouais, de jeune homme. J'étais très, très jeune à l'époque. Enfin, j'étais jeune à l'époque. Et quand je lisais ces notes-là, je revoyais l'endroit où j'étais, je revoyais ce que je pensais, je revoyais l'homme ou la femme avec qui j'étais, je revoyais l'interview, des souvenirs qui étaient mais cadenassés à double tour sont revenus. C'est ça qui est incroyable. Et c'est à partir de ces... Donc si vous voulez, j'avais ce sentiment qu'une vie sourdait de ces notes et qu'elle revenait comme une eau qui monte qui monte par capillarité et qui finit par revenir. C'était très étrange. Et c'est ça que j'ai retrouvé. Et c'est ça qui m'a permis justement de recomposer des portraits. Donc c'est l'autour, c'est ce qui se passe autour finalement dans Ouais, votre vie ouais, ouais. qui a ressurgi, d'accord? Alors il y a un portrait que j'aimerais aborder, c'est celui de Jacques Caléja, qui est Oui. pour moi peut-être le plus contemporain, qui montre à quel point nos sociétés sont d'une hérésie folle, ce sans-abri qui a clairement manqué de chance après un accident. Sa vie a basculé d'un seul coup finalement, et je trouve que ce qui lui arrive est assez frappant. Alors vous allez nous le raconter bien entendu, mais ce Jacques Caléja, il a quand même quelque chose de beau, d'émouvant, de terriblement absurde, triste. Euh, qui était-il, ce Jacques Caléja, ce faux Jacques Caléja? Mais euh, est-ce que c'est aussi un des personnages on a l'impression en tout cas en vous lisant, que c'est le personnage qui est peut-être le plus proche de vous dans la manière d'écrire, pas dans ses faits bien entendu, mais dans la manière d'écrire. On le sent extrêmement incarné par votre voix, en tout cas. Je sais pas, dans la réalité, il est composé de trois personnes exactement, ce Jacques Aléja. Mais effectivement, j'avais rencontré autrefois quelqu'un qui avait eu un accident de ce type-là, totalement stupide, qui n'avait pas eu la vie que je lui prête, hein, mais qui avait eu un accident alors qu'il était. Sa vie, c'était autre chose. Il devait être, c'était un type brillant, et brusquement, il a eu un accident qui a transformé sa vie et qui l'a projeté vers, non pas dans la rue, c'était un autre type qui était parti dans la rue, mais dans une vie qu'il estimait médiocre. Et malgré ça, ce type-là avait une façon de se battre, de ne pas l'accepter, avec infiniment de dignité, qui m'a beaucoup inspiré ce que j'ai écrit sur ce type-là, que j'ai appelé Jacques Caléja. Et ce qui me plaisait dans ce personnage, c'était de raconter comment, même au fond de tout, on peut avoir assez de force, aller chercher assez de force en soi, assez de dignité en soi pour rester un homme. Voilà. Très bien, très bien. Alors, un lieu qui est quand même commun, c'est le bar, c'est le comptoir. Et je vous cite, partout, j'ai retrouvé les mêmes hommes au bout des comptoirs, racontant des journées immobiles à des serveurs qui écoutent distraitement en essuyant les verres. J'ai entendu partout de ces rires forcés dont on sait qu'ils ne résisteront pas à la nuit. J'ai vu plus d'une fois de ces vies usées auxquelles un fond d'alcool donne la belle et navrante illusion que tout peut recommencer. Alors ce bar, il est clairement, c'est aussi le lieu fondateur. On a beaucoup entendu parler des bars. C'est quand même une matière littéraire extrêmement puissante. Ça m'a fait penser au Bref de comptoir de Jean-Marie Gouriot, notamment. Bref, ce bar jaune, ce café jaune, qui font que les inconnus finalement deviennent connus. Qu'est-ce qui caractérise finalement pour vous ce lieu qui est souvent ce terreau de littérature et de surtout de confidence? Et ce bar, c'est le bar emblématique qui rassemble toutes les vies qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont plus de famille, ou qui ont une famille mais dans laquelle ils ne se sentent pas bien. Et c'est le lieu qui réchauffe. Alors ça réchauffe combien de temps? Un peu de temps, mais enfin ça réchauffe un peu. Et alors ce bar a existé. Le bar tel que je le raconte a existé, mais ce bar, c'est tous les bars. C'est tous les bars, qui disparaissent peu à peu. Il y a de moins en moins de bars comment dire, entre guillemets, familiaux, si vous voulez, où des habitués recréent une vie de famille avec des plaisanteries habituelles, des gestes forcés, des rites, des langages. Euh, mais, mais c'est en même temps tellement beau, tellement désespérant
que ce serait dommage de ne pas l'écrire, quoi. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait. Yves, on va préparer vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. C'est à vous, Yves, pour le premier extrait. Alors, le premier extrait, j'ai choisi le début pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qui seraient tentés de le lire. Mon père est mort dans l'hiver, au tout début de l'année 2004, alors qu'il allait avoir 70 ans. J'avais laissé filer les jours avant de m'atteler à ce rituel que seuls les proches peuvent accomplir, vider une maison de tous ses souvenirs, jeter des vêtements qui, quand on les déplie, libèrent fugitivement une odeur familière, brûler des journaux qui n'évoquent plus rien, enterrer une seconde fois un être dont on a partagé des parcelles de vie, même si le temps vous a éloigné sans bruit. Mon père et moi ne nous parlions presque plus. Nous étions peu à peu devenus étrangers. Il vivait dans une ferme trapue, plantée sur un coteau à la lisière des Landes et des Pyrénées, une demeure solide au mur épais, ancien domaine de ses parents, où il s'était enfermé voilà 10 ans. Peu à peu, j'avais espacé mes visites. Lui et témoin passaient me voir. Lors de nos rares conversations, il affirmait que tout allait bien, qu'il aimait cette retraite dans ce pays qu'il connaissait depuis toujours et où il m'avait amené autrefois, espérant sans doute transmettre un gène sentimental. Je roulais en direction de la grande chaîne de montagnes. Elle grandissait à mesure que l'autoroute approchait du berceau familial, hameau d'un village perdu, loin du chef-lieu de canton qui attirait peu à peu les dernières vies des campagnes alentours. J'y avais passé des vacances autrefois, en compagnie de ce père mutique. Ses amis, que j'avais aperçus lors des obsèques, gens du coin pour la majorité, anciens agriculteurs ou commerçants, m'avaient confirmé un isolement que je ne comprenais. Comme lui, je n'avais eu ni frère ni cousin. Je me retrouvais à 40 ans au bout d'une lignée qui s'éteindrait avec moi, célibataire et sans enfant. Merci, Yves. Alors, je vais rebondir sur un autre passage, sur le passage de l'alcool, où je trouve que vous décrivez ce sentiment-là de l'alcoolisme de manière extrêmement poussée. C'est un des portraits euh, que je vais lire une fois de plus. Je sens l'alcool qui monte en moi. Je peux même dire que le verre, je peux même dire le verre qui déclenche tout. C'est devenu mon horloge, une horloge à pression vinométrique. Je bois. Plus je bois, moins je m'aime. Je me sens devenir tout mou. Et brusquement, le voilà, le faux verre, le faux frère, celui que les autres ne veulent pas. Je l'avale et il me fait mal partout et surtout dans la tête. Après celui-là, il y en a d'autres qui viennent, mais eux, tant pis. C'est lui que j'aurais dû éviter. C'est lui que je guette tous les jours. Jusqu'à ce qu'il arrive, je me dis que ça va, que cette fois, il ne mourra pas, que je vais l'éviter, que je suis assez fort pour le refuser. Mais il est intelligent, plus que moi. Il attend son heure. Parfois, j'arrive à le retarder. Je me sens fier. Je fais des projets d'avenir. Je m'autorise à sortir le soir. Je trouve qu'une fois de plus, vous visez juste sur ce thème-là, sur cette thématique-là. Alors évidemment, dans le bar, c'est plutôt commun, mais c'est au-delà de ça. Je trouve que ce sujet-là, il est quand même finalement si peu abordé en littérature. Et dans ce portrait-là, il sonne terriblement juste. Et ce qu'il y a, on parlait du côté contemporain tout à l'heure, on y est clairement, les ventes d'alcool explosent depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez finalement transmettre ou en tout cas faire passer comme message à travers ce portrait-là? Est-ce qu'il y avait un message d'ailleurs? Vous pouvez ne pas y Non, avoir. non, il n'y a pas de message. C'est quelqu'un qui a en proie à une addiction. Et ça peut être l'alcool, mais ça peut être autre chose. Et ce qui m'intéressait davantage, c'est comment il y est tombé, comment il le voit, comment il le ressent. Imaginez que toute personne qui est en situation de manque ou d'addiction n'a pas conscience de ce qu'elle vit est une erreur. Enfin, j'imagine que pour elle, ça doit être quelque chose d'extrêmement douloureux, que paradoxalement, elles oublient avec la dose qu'elles prennent ou le verre qu'elles avalent. Mais et je voulais le raconter comme ça, de l'intérieur. Je voulais le raconter j'aurais pu le raconter, enfin, je ne sais pas si j'aurais pu le faire, mais j'aurais pu le raconter de la même façon avec
avec une dose qu'on prend. Et comment on essaie de la retarder, comment on essaie de jouer avec, comment on essaie de. Et que malheureusement, c'est plus fort. C'est comme une bête qui guette, quoi. Et en même temps, il est, alors je sais pas s'il est fier, mais en tout cas, vous dites, j'étais devenu alcoolique, j'aimais ça, j'en revendiquais le titre et je m'y suis plongé avec une jouissance sauvage que je ne saurais expliquer. Et un petit peu plus tard, je buvais pour être seul et admirable. C'est peut-être à ce moment-là que commence l'alcoolisme. Et c'est là que rejoint le point culminant de la solitude aussi. C'est pour ça que j'étais surpris que vous disiez à l'instant que c'était, ça aurait pu être toutes les addictions. Finalement, toutes les addictions ne sont peut-être pas solitaires. Je trouve que l'alcoolisme fait partie de ces addictions-là qui sont d'une solitude exacerbée. Euh, peut-être, peut-être, mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a une grosse différence entre boire en groupe et boire seul. Quand on commence à boire seul, c'est là où ça devient peut-être dangereux. Mais je pense que toutes les addictions conduisent à ça, fatalement. Il y a pas pire égoïste, malheureusement, hein, c'est pas leur faute. Il n'y a pas pire égoïste que quelqu'un qui est toxico ou alcoolique. Il profitera de tout. Ça ne fait aucun doute. Enfin, je le sais, je l'ai vu de près, ce genre d'histoire. C'est quelque chose que je n'ai pas vécu moi, mais que je connais quand même. Vous avez demandé en amont de préparer un auteur méconnu, un livre ou un auteur méconnu que vous aimeriez remettre en avant. Qui avez-vous choisi, Yves? Alors, bon, je m'avais demandé des auteurs qui m'ont inspiré. Alors, les auteurs qui m'ont inspiré, il y en a tellement, bon, effectivement, et qui sont connus en plus, donc c'est pas la peine d'en parler. Mais j'aimerais, ce qui va nous ramener à la main sur le cœur, parler un peu de Pierre Véité. Et Pierre Véité, c'était quelqu'un qui a, pour moi, été extrêmement formateur parce qu'il a d'abord été le journaliste qui m'a accueilli dans le journal et qui très tard a commencé à écrire. Paradoxalement, il a écrit beaucoup plus tôt que moi, cela dit, mais enfin, peu importe. Mais vers 40 ans, il a commencé à écrire et il a écrit trois. Il n'a pas écrit beaucoup. Il a, tout ce qui a été publié chez lui, c'était publié chez Arléa. Et c'est un auteur, de mon point de vue, qu'on gagne à, qu'on gagne à lire parce qu'il vous nourrit. C'est quelqu'un qu'Antoine Blondin adorait. Antoine Blondin, ce qui renvoie d'ailleurs au thème qu'on vient d'aborder tout à l'heure, à faire l'instant. Antoine Blondin, un jour, a voulu écrire un article. C'est terrible comme histoire, en fait. Antoine Blondin, un jour, a voulu écrire un article sur un livre que venait d'écrire Pierre Véité, tellement il trouvait cet article admirable, mais Antoine Blondin était devenu incapable d'écrire. Et bien plus tard, Pierre Véité ne pouvait plus écrire, pour les mêmes raisons. Ne pouvez plus écrire matériellement ou Il ne pouvait plus écrire parce il était vide et il a trop d'alcool. C'est toujours la même chose qui suit. en effet. Ok. Mais je vous recommande de lire de Pierre Veilleté. Alors, tout ce qu'il a écrit a été rassemblé par Arléa dans un petit volume quarto, sorte de volume quarto, qui s'appelle Oui, j'ai connu des jours de grâce, qui a rassemblé son éditrice Catherine Guillebeau. En dehors de ça, il a écrit, vous pouvez le retrouver de ci, de là, il a écrit un livre très beau qui s'appelle Marie Barbola, qui est un livre d'une fantaisie et d'un humour et d'une tristesse inouïe. Il imagine que la petite naine des Ménines de Velázquez saute du tableau et convoque 7 nains à Lisbonne. Et les 7 nains viennent de tout le monde, du monde entier. Il y a un Roumain qui vient, un nain américain, un nain français. Et chacun arrive avec son histoire. Et ce qui est poignant et déchirant, il imagine que cette Marie Barbola, la naine du tableau de Velázquez, meurt, il l'a fait mourir, et il a raconté, sans le savoir, la mort qu'il aurait 40 ans plus tard. C'est incroyable. Je ne connais pas quelqu'un qui a autant lié la littérature avec sa propre vie et qui en est fait de sa propre vie. Et voilà. Moi, j'en Je... connais un. Il s'appelle Yves Arte. C'est quelque chose que vous auriez pu écrire. Velasquez, ça aurait pu potentiellement. C'est Oui, un mais pitch. c'est pas un hasard si Pierre Veilleté, ce type-là, m'a ouvert les portes de beaucoup de choses, dont du journalisme et d'une certaine manière de la littérature. Bien sûr.
Tout à l'heure, on parlait des histoires, de ces portraits finalement que vous avez mis, que vous avez égrenés tout au long du texte avec ce fil rouge entre cette relation père-fils. Est-ce que la structure du texte a été modifiée? Est-ce que vous aviez au départ fait un roman plutôt fleuve où les portraits auraient pu tout simplement s'y mêler et pas forcément de manière structurée? Est-ce que la structure en elle-même du roman, est-ce qu'elle a été modifiée avec Emmanuel de la Comté ou en tout cas quel a été le travail sur la structure, ou au contraire, l'idée étant de séparer chaque portrait les uns des autres. Non, 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 c'est moi qui ai pris j'ai eu ce parti pris de rythmer le retour du fils vers le père. Je voulais vraiment raconter le retour du fils vers le père, de manière un peu christique, si vous voulez. C'est pas père, père, pourquoi m'as-tu abandonné, mais c'est fils, fils, pourquoi m'as-tu abandonné en filigrane, si vous voulez. Je voulais vraiment raconter ça et je voulais l'inclure, comment dire, mettre dans cette parenthèse de deux solitudes qui finalement vont finir par se retrouver et donc ne seront plus seuls, puisque le fils retrouve le père même après la mort du père. Je voulais inclure ça, je voulais inclure ces histoires de solitude à l'intérieur. Donc non. Alors après, ce que Emmanuel m'a demandé de travailler davantage sur certains portraits qui ne lui paraissaient pas, je ne trouve pas d'autres mots, véridiques. Vous voyez, qui lui passait trop. Parce que leur destin était trop surprenant, était trop... Non, 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 c'était pour moi, il fallait qu'à l'intérieur, je sois le plus près possible. Il fallait que je donne l'impression totale de réel. Si vous voulez. Il fallait vraiment qu'on ait l'impression que ces personnages, on les voyait vivre devant nous, qui existaient. Et elle m'a aidé à travailler là-dessus, notamment, et je comprends pourquoi, parce que c'est là où j'ai eu le plus de mal, elle m'a beaucoup aidé, c'est sur le personnage de la fille, qui est moi le personnage qui me tient le plus à cœur, d'une certaine façon. Anne? Ouais, Anne. d'accord. Sandra demande si ça n'aurait vraiment pas pu être un recueil de nouvelles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test ou pas, mais en tant que journaliste, vous êtes forcément habitué aux formes courtes. Est-ce que ça aurait pu être le cas? Non, non, Sandra a raison. Ça aurait pu être le cas, mais oui, ça aurait pu être le cas. Mais ça m'aurait ennuyé, franchement. J'aurais pu le faire, hein. Il suffisait que j'en écrive 5 de plus, et j'avais de quoi. Mais j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de l'inclure dans une autre histoire. Mais effectivement, elle a raison, ça aurait pu. Et d'ailleurs, vous remerciez à la fin Emmanuel et Jean Le Gall pour leur pouvoir de persuasion. Qu'est-ce que Oui, ça veut dire? Ça veut dire que vous n'y croyiez pas au début et ils vous ont poussé à écrire cette histoire-là de ces ouais. destins un peu brisés? Oui, parce que ben, je vais vous raconter le pourquoi de cette. Vous lisez jusqu'à la dernière ligne, vous, au moins, ça Jusqu'à la dernière ligne. Vous formidable. n'imaginez pas à quel point. Parce que on était à Nancy il y a 2 ans, là, quand la main sur le cœur est sortie, et puis Jean ou Emmanuel, tout à trac, me disent, mais tu connais Nancy? Et je dis, oui, je connais Nancy, j'y suis allé il y a très très longtemps, parce que j'avais retrouvé, vous allez mieux comprendre d'ailleurs comment j'ai élaboré ce bouquin. Parce que, figure-toi que un jour, j'ai fait une série d'articles sur la solitude, parce qu'un gars était mort dans un hôtel à Bordeaux, personne ne savait d'où il venait. Et c'était une brève, oui, dans mon journal, dans le journal dans lequel je travaillais, je m'étais dit, mais qui est ce mec? Et donc, j'avais commencé à travailler sur l'identité de ce type-là, j'avais remonté l'histoire, et sa mère vivait à Nancy. Il était de Nancy, le gars. Et donc, j'étais allé voir la mère à Nancy et j'avais retrouvé l'histoire, le drame quoi, de cette mère qui n'avait rien pu faire contre son fils qui s'était laissé aller petit à petit, mais sans tomber dans la déchéance. Hein. Et petit à petit, de malchance en malchance, il avait terminé dans ce tout petit hôtel bordelais qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le Chiquito, ce qui en espagnol veut dire le tout petit, en plus, vous vous rendez compte. Et donc, j'étais allé à Nancy pour le rencontrer. Histoire que vous ne retrouverez pas dans ce que j'ai écrit d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est comme ça que j'ai. Et donc, Jean ou Emmanuel, je ne sais plus lequel des deux a commencé, me dit, mais tu te rends compte que c'est un truc fantastique, ça? Et je leur dis, écoutez, non, mais pitié, non, j'ai sorti avec une dépression nerveuse il y a 25 ans ou 30 ans, je ne vais pas recommencer, merci. Et en rentrant, je me dis, mais quand même, il faudrait que je retrouve ces trucs-là. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans ma malle au souvenir, que j'ai retrouvé mes notes, que j'ai retrouvé mes personnages, et que je me suis dit, ils ont peut-être raison. Et c'est comme ça que tout a recommencé.
Est-ce que ça veut dire que vous avez cherché un petit peu encore plus loin pour trouver d'autres documents d'il y a 30 ans? Est-ce que ça peut être une sorte de terreau, de spécialité finalement de Ivarté? Non, ça, je pourrais, effectivement, ne serait-ce que tous les, tout ce qu'on ne raconte jamais quand on est en grand reportage. Ça, oui, effectivement, c'est jouable. Mais je n'y ai pas pensé pour l'instant. Mais si vous commencez, vous aussi, à me donner des idées, on ne va pas en sortir. C'est vrai, c'est vrai. J'attendrai ma phrase de remerciement dans les remerciements. Voilà, c'est ça. Alors, vous parlez évidemment de solitude multiple, puisque le fils du narrateur aussi fait part de sa propre solitude, et ça en revient au titre finalement, parmi d'autres solitudes, c'est le cœur de cible, entre guillemets, en plus de la relation paternelle, c'est le cœur de cible de ce roman-là, et je vais citer un extrait également sur la solitude, parce que ça dit bien, à mon sens, cette solitude exacerbée qu'ont tous ces personnages, ont tous ces destins. À l'usage, leur solitude leur était devenue supportable. Ils s'y étaient installés au point de la rendre visible. Ils la revendiquaient parfois, s'en accommodaient souvent, trimballaient partout cette compagne sans laquelle ils n'auraient pas été eux-mêmes. Ils avaient franchi le seuil au-delà duquel il n'y a plus de combat, mais mais une reposante résignation. En fait, c'est aussi ce thème-là, cette admission de la solitude, le fait de finalement baisser les armes, de cesser le combat, et en réalité, leur vie a été vécue, leur solitude a été consommée. C'est aussi ce que vous vouliez raconter, que on ne s'en sort finalement quasiment jamais. On peut essayer, mais enfin, si on s'en sort, bien sûr qu'on s'en sort. Sauf qu'il faut l'admettre. C'est tout le paradoxe. Si on veut s'en sortir, il faut admettre qu'à un moment donné, effectivement, on est tout seul. Voilà. Et c'est en admettant qu'on est tout seul qu'on peut sortir de quelque chose qui peut être douloureux. Et ce titre, alors, parmi d'autres solitudes, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que ce sont aussi la relation paternelle qui s'y mêle finalement? Non, je crois que c'est notre destin commun. Je le crois profondément. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est notre destin? Notre destin commun, c'est d'être seul. Ah bon? Je pense que l'homme, effectivement, comme on dit depuis très longtemps, est un animal social, mais que par ailleurs, il y a des choses incommunicables chez chacun d'entre nous, qui d'ailleurs nous rend uniques. Et cette solitude-là, ça ne sert à rien de la combattre, il faut la faire fructifier. Et c'est en cela qu'elle peut devenir bénéfique. C'est pour ça que vous vous sentez plus proche d'Anne, qui milite pour une indépendance totale, une liberté totale. Peut-être, oui. Alors, je vous pose aussi une question que je pose à chaque invité, c'est celle de l'avenir. Est-ce que l'avenir sera celui de la solitude ou de l'indépendance? Je ne sais pas, mais en tout cas, en 2074, je vous projette, Ivarté, dans cette société. Comment la voyez-vous? Comment l'envisagez-vous? N'étant pas de naturel profondément optimiste, c'est une question un peu délicate. Mais non, ce qui m'a amusé plutôt ce qui m'amuse, c'est que qu'est-ce qui fait que notre époque a profondément changé? C'est qu'il y a peu, la notion de progrès était une notion qui était éminemment synonyme de bonheur. Et aujourd'hui, la notion de progrès est une notion dont on se méfie absolument. Pas tout à fait à tort, parce que quand on voit que les régimes qui s'est ramenés progressistes, c'est ce qu'ils en ont fait, on peut se demander effectivement, à juste titre, si on n'a pas raison de se méfier. Mais d'évidence, je pense qu'on saura d'abord s'accommoder de tout ce qui nous arrive, parce que ce qu'on n'imagine pas, c'est la capacité qu'a l'homme de s'accommoder de n'importe quelle misère. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus quand j'étais reporter. On ne se rend pas compte de la façon dont ce qui nous paraît normal aujourd'hui, on en est privé, et après 5 jours de révolte, on va arriver à s'en sortir et à s'en accommoder. Donc je me dis, qu'est-ce qui va changer? Comment sera la société dans 50 ans? Je pense qu'elle sera comme aujourd'hui, en pire, comme disait Houellebecq, je crois.
n'avait pas tout à fait tort au propos du Covid. Enfin, pareil. Et quand Après, j'ai un avantage sur vous, c'est que moi, je me souviens très bien comment c'était il y a 50 ans. Et comment c'était il y a 50 ans, c'était pas très différent, hein. C'est au fond. Quand je regarde il y a 50 ans, il nous manquait quoi? Il nous manquait, ben, par exemple, cet instrument qui nous permet aujourd'hui d'avoir une conversation, mais finalement, ça avait été inventé. Il n'y a rien de plus ridicule que toutes les projections de science-fiction qui ont été envisagées il y a 50 ans, qui nous voyaient nous balader sur des engins qui voleraient, des petits modules qui voleraient et qui iraient de tour en tour. Il n'y a rien de plus ridicule que l'ensemble de ce que l'on peut imaginer comme étant une projection du futur. Je pense davantage que ce sera des sociétés qui deviendront de plus en plus rhizomiques, de plus en plus multiformes, qui prendront peut-être d'autres formes de relations qui vont se développer. Mais sinon, je pense que des essences nouvelles vont arriver dans nos bois, des animaux nouveaux vont arriver, et qu'ils nous paraîtront tellement naturels au bout de 2 ans qu'on finira par imaginer qu'ils étaient là depuis toujours. Quand je disais tout à l'heure que Yves Artet avait l'art de la formule, ça se précise de plus en plus parce que c'est évidemment un exercice de style que vous nous faites là à chaque fois, à chaque livre. On a l'impression que, moi j'ai souligné beaucoup, j'ai beaucoup souligné des phrases que vous écrivez. Je trouve que vous avez quand même un talent particulier pour faire jaillir des émotions, pour faire jaillir une langue. Et on ne peut pas l'omettre aujourd'hui lorsque la littérature est un petit peu trop facile. Je trouve qu'il faut valoriser aussi les stylistes et dont vous faites partie. Donc déjà, merci pour ça, Yves. Ma question étant, qui n'a rien à voir d'ailleurs, sur votre prochain projet d'écriture, parce que quand on lit Parmi d'autres solitudes, on a envie de vous lire plus régulièrement. Vous écrivez peu finalement. Ça fait, je crois que ça fait 2 ans que vous n'aviez pas publié, il me semble. Je crois vous avoir reçu avec Gonel Robert il y a à peu près 2 ou 3 ans, peut-être. Ça fait déjà 2 trois ans, ans, hein. 2 ans. Sur quoi vous travaillez-vous en ce moment? Si c'est le cas, peut-être ne travaillez-vous pas sur un projet littéraire et peut-être artistique, mais dites-moi ce que vous faites en ce moment. Non, je viens de terminer, mais ça, c'est autre chose. J'ai voulu rendre hommage un type absolument formidable, hein, qui est devenu un ami, qui était plus âgé que moi. Il avait 20 ans de plus que moi. C'était un très, très grand joueur de rugby qui s'appelait André Boniface. Il est décédé en avril et je viens d'écrire un très, 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 très long texte. C'est pas tout à fait un livre. C'est pas une nouvelle, c'est pas un livre et c'est pas non plus un article. C'est quelque chose entre les deux et qui m'a pris beaucoup de temps et que j'ai beaucoup aimé faire. Et puis ensuite, non, après, oui, j'ai des idées, mais vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui est habité par la nécessité d'écrire. Ne pas écrire, ça me va très bien, hein. J'ai un potager, j'ai encore des tomates, j'ai encore cueilli des haricots verts avant-hier. Euh, J'aime beaucoup les pins, j'aime beaucoup les bois. Écrire, pour moi, c'est pas une nécessité. J'aime ça, j'aime davantage avoir écrit qu'écrire. Mais je ne sais pas, peut-être. Peut-être d'ailleurs que votre idée d'aller fouiller dans mes carnets se révélera profitable. Si j'écrivais ce que je n'ai jamais écrit sur mes grands reportages, Pourquoi je ne pas? sais pas moi, Diana aux yeux mauves, par exemple, Très ou bien. Très bien. J'aime beaucoup. l'homme de la sécurité qui pleurait, que sais-je. C'est possible. J'aime beaucoup cette phrase. Je préfère avoir, enfin, je préfère. Vous avez dit juste à l'instant, là, j'arrive même plus à m'en rappeler parce qu'elle était vraiment très belle, mais avoir déjà écrit qu'écrire à nouveau, je trouve que Ah, c'est une superbe j'aime- formule. oui, je préfère avoir écrit qu'écrire. Ouais, je trouve ça très beau. Eh bien, si on termine cette rencontre par un second extrait, Yves, que vous nous lisez avec Oui. joie. Alors j'ai choisi le personnage qui m'a donné le plus de mal, et c'est une femme. Voilà. On trompe tout le monde avec des faussettes. On tromperait la vie même en faisant croire au bonheur quand il suffit d'esquisser un sourire pour paraître heureuse. Anne savait charmer et personne n'avait jamais su lui résister. Quoi qu'elle fasse, elle restait délicieuse, faussement fragile et toujours drôle. Même quand elle jurait souvent le soir par des filles pour choquer, pour s'amuser ou pour paraître grossière.
Elle n'arrivait pas à faire croire qu'elle pouvait être vulgaire. À 27 ans, avec des cheveux blonds, une boue d'enfant, un poste d'institutrice en maternelle, il est difficile de passer pour un charretier. Le mercredi, elle restait chez elle, les week-ends aussi, elle lisait, écoutait de la musique. Dans la journée, il lui arrivait souvent de n'entendre aucune autre voix que celle de la radio, France Culture essentiellement. La nuit, elle sortait. Elle attendait le crépuscule et collectionnait les hommes. Peu importe le genre, pourvu qu'ils puissent lui faire oublier le reste de sa vie, elle leur faisait l'amour avec un mélange de rage et d'obstination, attendait leur jouissance avec un peu de curiosité et passait à autre chose. Un de plus, pensait-elle. C'était ainsi depuis qu'elle avait décidé, 6 ans plus tôt, de ne plus jamais être la jeune fille exemplaire que ses parents mettaient sur un piédestal. Le lundi, elle redevenait mademoiselle Leroux, l'institutrice que ses élèves adoraient. Un jour, un enfant s'était réveillé, pleurait doucement sans trop faire de bruit. Un rayon de soleil qui passait entre deux rideaux et tranchait la pièce en deux se posait juste sur son bras. Mademoiselle Leroux a chuchoté à son oreille, lui disant de rester bien sage, que c'était bientôt la fin de la sieste, que sa maîtresse allait arriver et que dans un moment, il pourrait jouer dans la cour. Le petit avait essuyé les larmes et s'était mis sur le dos pour jouer avec le ray de lumière. Merci. Merci infiniment pour vos questions et votre honnêteté, notamment sur cet exercice d'écriture. On n'entend jamais ça. C'est rare d'entendre qu'un écrivain n'est pas habité par la nécessité d'écrire et qu'il le dise. Je trouve ça encore plus noble. Je vous rappelle donc, parmi d'autres solitudes, de Yves Arté aux éditions du Cherche Midi. Et on vous le conseille évidemment grandement. Merci infiniment, Yves, pour votre Merci temps. à vous et merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde.